Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Un axe fort de leur développement. L'invité de Smart Impact, c'est Florent Vadillo, directeur conseil éthique et souveraineté chez Sopra Steria Next. Les spécialistes du conseil en transformation digitale publient leur 3e baromètre des dirigeants. Résultats et analyses juste après ces titres. Notre débat porte sur l'interdiction de la création de commerce au-delà de 10 000 m² de surface. Faut-il l'étendre aux entrepôts du e-commerce? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Birds for Change, ou quand des pies et des corbeaux nous montrent l'exemple dans le ramassage des déchets. Vous avez bien entendu, vous verrez. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Florent Vadillo, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc directeur conseil éthique et souveraineté chez Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria, qui est l'un des leaders européens du conseil des services numériques et de l'édition de logiciels. Et je le disais en titre, vous venez de publier ce 3e baromètre des dirigeants qui est réalisé avec Via Voice, Les Échos, Radio Classique. Le mode d'emploi, 435 chefs d'entreprise représentatifs des PME et des ETI françaises ont été interrogées. Et peut-être que le premier mot qu'il faut citer, Florent Vadillo, c'est le mot confiance, malgré la crise. Ça peut surprendre, mais elle est là. En effet, c'est même surprenant quand on regarde les enquêtes d'opinion pour la population en général. On a 53% des entreprises interrogées qui ont confiance dans l'avenir. Et cette confiance, en fait, elle se base sur plusieurs indicateurs qui sont intéressants à souligner. Le premier, c'est le chiffre d'affaires, par exemple, puisque les entreprises estiment à plus de 47% que le chiffre d'affaires sera stable et à plus de 33% qu'il sera en progression. Donc c'est un peu surprenant dans un contexte de crise et c'est indéniablement un vrai facteur d'explication. Le deuxième élément, c'est aussi qu'à 54%, ils estiment que la progression de la campagne vaccinale, le retour à la vie normale, va être un élément qui leur permettra de retourner à une situation économique stable. Donc cet élément est très important. On note une petite chose qui est intéressante, c'est que plus l'entreprise est grosse en taille, plus elle a confiance parce qu'elle semble plus résiliente, plus à même de passer le cap actuel. Oui, et on retrouvera ça, cette différenciation en fonction de la taille des entreprises sur d'autres thèmes. Alors, parmi les leviers d'action qui sont privilégiés par les chefs d'entreprise, par les dirigeants pour sortir de cette crise, là aussi c'est intéressant de les analyser. Il y a le fait d'en profiter, si j'ose dire, pour revoir leur organisation. Oui, en effet, plusieurs indicateurs sont testés sur cette organisation à changer. La première, c'est la communication avec les équipes et l'autonomisation des équipes. Là encore, quelle que soit la taille des entreprises, il y a des variations évidemment, les entreprises estiment que c'est un axe d'amélioration dans les prochains mois à mettre en œuvre. On le retrouve également sur la communication. Ils estiment qu'une communication plus régulière, plus transparente est un objectif qu'il faut développer. Donc on le voit, la crise, elle a aussi mis à mal les dispositifs existants, mais elle a mis aussi en œuvre un mécanisme de résilience puisque les entreprises s'interrogent sur leurs process et s'apprêtent dans les semaines à venir à les modifier. Oui, alors avec notamment, j'ai retenu ce chiffre parmi les actions prioritaires. Je crois que celle qui arrive en tête de justesse, mais celle qui arrive en première position, c'est motiver ses équipes pour 58% des dirigeants. Est-ce que vous y voyez un effet du télétravail, du développement du télétravail, ce sentiment peut-être d'être moins en phase ou moins en lien avec ses équipes? Oui, c'est indéniable. Le télétravail éloigne la capacité de management. On le voit aussi sur les enquêtes quand elles sont réalisées par certaines entreprises. Il y a de la part des salariés une montée du mal-être au travail, une montée aussi des risques psychosociaux. Donc les entreprises ont conscience du fait qu'il faut rapprocher en quelque sorte le salarié des objectifs et puis créer ce lien. Oui, mais c'est même un défi pour les managers. C'est un défi. On avait fait une émission éthique et smart sur ce thème-là. Il faut revoir les modes de management pour beaucoup d'entre eux. En effet, il faut revoir les modes de management. Il faut revoir aussi le principe de convivialité, dont on oublie qu'elle est aussi un élément du management et qui est un peu mise à mal par le télétravail. Et puis, les entreprises sont aussi totalement à l'unisson de la société. Et on le voit, les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a une déprime qui s'installe, une lassitude de la situation sanitaire. Et donc, naturellement, les entreprises prennent conscience du fait que leurs collaborateurs sont
sont intéressants à suivre de ce point de vue-là, d'autant que certaines entreprises sont plus en proie à la guerre des talents et qu'il faut donc fidéliser les collaborateurs avec un plus d'acuité qu'auparavant. Et alors, toujours sur le télétravail, là c'est intéressant parce qu'effectivement on voit qu'en fonction de la taille de l'entreprise, les réponses varient vraiment beaucoup. Donc ces chiffres qui sont dans le baromètre évidemment, 71%, ça c'est le chiffre global, 71% des dirigeants ne pensent pas pérenniser le télétravail, mais si on va dans les entreprises de plus de 1000 salariés, et là on arrive à ce chiffre que vous voyez, 80% disent on va pérenniser le télétravail. Bref, plus l'entreprise grossit, plus le télétravail s'installe dans la durée. Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? La césure est remarquable de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, la taille de l'entreprise conditionne cela. Moi, je vois 3 facteurs cumulatifs qui pourraient justifier cet élément-là. Le premier, c'est le segment d'activité, parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui ont plusieurs segments d'activité, qui donc peuvent maintenir un télétravail sur certains segments et pas d'autres. Alors que quand on a une monospécialisation, eh bien nécessairement, le télétravail peut être une difficulté. Mais ça ne justifie pas tout. Le deuxième élément, je pense que c'est lié à l'infrastructure, et on le voit sur le précédent baromètre, les questions d'investissement dans la transformation digitale. Là encore, une césure se manifeste entre les grosses structures et les petites structures. Donc, plus votre infrastructure informatique est développée, plus votre transformation digitale est avancée, naturellement, plus vous êtes encline à laisser le télétravail courir. Et puis le troisième élément, qui pour moi est un élément psychologique, c'est que le télétravail garde néanmoins la réputation d'être adéquat pour le secteur tertiaire et pour les grosses structures. Il y a donc dans la transformation digitale une forme d'idée que ça n'est pas pour les petites structures, alors même que c'est un enjeu absolument déterminant pour leur modernisation, leur capacité à poursuivre leur activité économique. Oui, alors, et avec sur les enjeux de la numérisation, la priorité, c'est la relation client. Évidemment. Ça semble logique, c'est ce qui ressort en premier. Évidemment, c'est ce que les entreprises distinguent, avec là encore une césure entre les grandes entreprises pour lesquelles c'est à plus de 80% une nécessité, et pour les plus petites structures, on est à 63%. On est vraiment sur une vraie cohérence, parce que la relation client a été considérablement changée au cours de cette crise. Et naturellement, celles qui ont pu accroître ce changement, ce sont celles qui avaient les plus grands dispositifs de transformation digitale. Oui, alors justement, si on sort simplement du télétravail, mais plus globalement sur cette question de numérisation, ils prévoient quoi, les chefs d'entreprise, les dirigeants que vous avez sondés, pour cette année 2021 en matière de transformation numérique ? Alors on le voit, le premier élément, c'est la relation client. Donc on envisage très clairement des interfaces, des suivis, la fidélisation. La deuxième, c'est un impact plus global, qui est le travail de la résilience. Donc la résilience suppose à la fois la supply chain, l'ensemble des process internes, la capacité d'audit qui soit interne, mais également sur les relations clients, et en particulier sur la chaîne logistique. Lorsqu'on est au-delà de 250 salariés, il y a un intérêt particulier pour aller dans la transformation digitale de cette chaîne logistique. Donc on le voit, il y a des points forts qui se distinguent, avec de la part des entreprises de plus de 1000 salariés, un signal fort, c'est qu'elles estiment avoir déjà accompli une grande partie du chemin. Donc nécessairement, le pas à franchir est moindre que pour les plus petites structures. Et puis alors, dans ce baromètre, il y a toujours une question d'actualité, et elle est en plein dans les thématiques de Smart Impact, puisque vous questionnez les chefs d'entreprise sur la loi climat et résilience. Regardez les résultats. Elle est jugée incontournable, compte tenu de la situation de la planète, pour 47% des chefs d'entreprise, des dirigeants. Nécessaire, mais c'est aussi un frein pour la reprise des entreprises, 44%. Un moyen de transformer notre économie, 29%. Un sérieux handicap dans cette période de relance, 20%. Une réponse à cette crise, 7%. Ils sont partagés, les chefs d'entreprise, mais avec quand même, si on fait les cumuls, ils sont quand même plutôt sceptiques ou inquiets ou négatifs. Je ne sais pas quel adjectif employer. On sera politiquement correct, on dirait qu'il y a une inquiétude, c'est évident. Une inquiétude qui dépend là encore de la taille des entreprises, puisque 66% des entreprises de moins de 99 salariés estiment que c'est soit un frein, soit un handicap, tandis qu'on est à 51% pour les plus de 1000. La césure en général se fait au niveau de 250 salariés, qui est un vrai élément de césure. Donc, quels sont les éléments qu'on peut mettre en avant ? D'abord, il est compliqué aujourd'hui, au regard du débat sociétal, de dire qu'on ne peut absolument pas faire de transition environnementale. Donc je pense que ça crée un socle.
Deuxième élément, la loi était en cours de discussion et les éléments de débat dans la société ont aussi perturbé la capacité à se prononcer de manière tout à fait directe et sincère. Et puis enfin, il y a une pression de la part des collaborateurs, mais également des clients qui poussent vers ce genre de transition environnementale, vers le fait d'adhérer à cela. Et donc, les entreprises sont un peu prises en étau, elles doivent faire une mutation et cette mutation, elles estiment qu'elle est un peu imposée à leur structure. Merci beaucoup Florent Vadillo. À bientôt sur Bismart. Justement, tiens, on va en parler de la loi climat et résilience sur l'angle de l'artificialisation des sols. Faut-il interdire les entrepôts du e-commerce, en tout cas de nouveaux entrepôts? Débat tout de suite. La lutte contre l'artificialisation des sols est l'un des objectifs de la loi climat et résilience. Quelles conséquences économiques pour le secteur du commerce? Faut-il étendre l'interdiction aux entrepôts du e-commerce? On en débat avec Vincent Rava, qui est directeur général de Mercialis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mercialis, société foncière spécialisée dans la gestion et la valorisation des centres commerciaux. Et puis avec nous, en visioconférence, Laurence Maillard-Meignery. Bonjour, députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine et présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je commence avec vous, Laurence Maillard-Meignery. On parle de quoi? C'est combien d'hectares de sols agricoles ou forestiers qui sont urbanisés, on va dire, chaque année? C'est environ 20 à 30 000 hectares par an. Et c'est un rythme qui est assez inquiétant parce c'est 4 fois plus vite que la progression de la démographie. En clair, on a un problème qui n'est pas nouveau, d'une emprise sur les terres agricoles, sur les espaces naturels, d'artificialisation. C'est l'étalement urbain, mais pas seulement l'étalement urbain. Et donc, dans cette loi climat, le souhait des membres de la Convention citoyenne, c'est de baisser ce rythme de façon assez significative pour atteindre un rythme diminué de 2 d'ici une dizaine d'années et d'ici 2050, zéro artificialisation nette en France. Alors ça passe par quoi, ça, justement, tenir cet objectif divisé par 2, l'artificialisation des sols en une décennie, ça passe par quoi? Alors, je ne vous cache pas que c'est un problème redoutablement complexe, puisque ça va toucher nos activités économiques, la capacité des territoires à accueillir des nouveaux habitants, c'est la construction de nouveaux logements. En fait, c'est donner aux élus locaux la capacité à mieux planifier et des règles d'urbanisme qui vont certainement aussi se durcir un petit peu pour densifier aussi bien la construction de nouveaux logements que de nouvelles surfaces commerciales, avec un certain nombre de règles que les députés, pendant de longs débats, parce que ça a été très longuement débattu, c'est un sujet compliqué, ont acté ou en tout cas voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc il y a ce seuil de 10 000 m², il a été maintenu, pas de nouveaux projets de centres commerciaux, on va dire, ou de surfaces commerciales au-delà des 10 000 m²? Au-delà des 10 000 m², on ne pourra plus construire de nouvelles surfaces commerciales sur des sols à artificialiser. En revanche, si ce sont des friches ou des espaces déjà artificialisés, ça peut tout à fait s'envisager. Il y aura un certain nombre de dérogations en dessous de 10 000 m², mais les nouvelles surfaces commerciales seront regardées de très près. En tout cas, on donne aux élus la possibilité d'arbitrer et de mieux organiser l'aménagement du territoire en fonction des contraintes d'artificialisation ou de non-artificialisation qu'il faut s'appliquer. C'est un élément très important. Je vous interromps juste une seconde, je vous redonnerai la parole après, pardon, oui. Mais je voudrais entendre la réaction de Vincent Rava. Pour vous, quelles conséquences ça a? J'ai lu plusieurs articles, plusieurs réactions de représentants du monde du commerce, de la grande distribution, qui disent qu'on est un peu les boucs émissaires de cette loi. Pourquoi vous le ressentez comme ça? Alors, c'est pas exactement le cas. On partage l'objectif du gouvernement de limiter l'artificialisation des terres agricoles. Ce que l'on pense, c'est que en fait, le projet de loi se trompe à la fois de cible et de timing. La régulation de la construction des surfaces commerciales, en fait, aurait dû être faite il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, il y a eu des initiatives des députés Piron-Ollier et du sénateur Braille. Elle ne l'a pas fait et on constate aujourd'hui une certaine forme de
surdensification. Aujourd'hui, le sujet, c'est la croissance exponentielle des entrepôts logistiques qui ont vocation à surartificialiser les terres d'une manière beaucoup plus marquée en fait, que les centres commerciaux, puisqu'il y a de moins en moins de projets de 10 000 m². En fait, l'industrie s'est autorégulée. Ouais. Donc vous dites en revanche, les entrepôts du e-commerce, les entrepôts logistiques, eux, évidemment, en plus avec la digitalisation de l'économie, ils s'en créent beaucoup et ils ne sont pas soumis à la règle, c'est ça? Exactement. En fait, aujourd'hui, pour créer un entrepôt logistique, il suffit d'une instruction d'un PC localement. Or, cette instruction, la plupart du temps, elle se fait sans qu'on connaisse vraiment la destination de cet entrepôt logistique. Puisque les élus instruisent des PC déposés en blanc sans qu'on connaisse la destination. Permis de construire, évidemment. Permis de construire, effectivement. Ouais. Et en fait, la connaissance de la destination, de la vocation de l'entrepôt logistique, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un entrepôt logistique qui a vocation à servir le territoire, des magasins, des chaînes de magasins, comme par exemple Sephora, qui va animer le territoire à la fois en emploi, en commerce et en vie sociale. Mais vous pouvez aussi avoir des entrepôts logistiques qui servent directement le consommateur. Et ceux-là ont un impact social, environnemental et économique qui est tout à fait différent. Et c'est ça, en fait, que l'on demande. Je vais vous donner un exemple très, très important. Puis après, je redonne la parole à Il y a un énorme projet dans une région que Maillard-Meignery connaît bien, puisque c'est le Pays de Loire, mais qui touche la région de Bretagne, d'un entrepôt logistique de 185 000 m² d'Amazon qui a vocation à livrer directement le territoire. Le plus grand centre commercial de France fait actuellement 150 000 m². Le plus grand centre commercial de Bretagne fait moins de 50 000 m². Ces 185 000 m² d'entrepôts logistiques Amazon qui ont une vocation d'être un lieu de commerce, une distribution directe, c'est une artificialisation de terre de 15 hectares pour un bâtiment qui va faire 400 mètres de long. C'est pas sur une 18 friche. Mètres, c'est pas sur une friche. D'accord. Qui va faire 18 mètres de hauteur, employer 790 personnes et s'adresser à 7 millions de consommateurs, potentiellement menacer 250 000 emplois localement, on a avec une insertion architecturale qui est quasi nulle. On a compris le propos. Je voudrais entendre la réponse de Laurence Maillard-Meignery. Est-ce que cette loi épargne Amazon, en quelque sorte? Et est-ce qu'il ne faut pas justement la changer pour ça? Alors l'idée, c'est pas d'épargner ou d'égratigner quelle que soit la marque ou l'entreprise. Moi, je suis élue dans une région de logistique, vous le savez, donc évidemment avec une forte emprise effectivement d'entrepôts à des vocations logistiques tout à fait importantes. On a un calcul très simple. À ce jour, les entrepôts logistiques, c'est 1% d'artificialisation. Ce qui nous inquiète effectivement, c'est le rythme auquel ces entrepôts s'implantent. On est en ce moment dans une forte tension en Ille-et-Vilaine, plus exactement, forte tension de besoin d'entreposage, que ce soit pour le commerce de proximité ou le commerce en ligne. On a eu des débats très politiques sur la place d'Amazon en particulier. Il y a quand même 10 000 entreprises qui utilisent des marketplaces, des 10 000 entreprises françaises, et notamment des PME qui utilisent les marketplaces. Donc il faut faire attention, vous l'avez précisé, à ne pas confondre les destinations et l'utilisation de ces entrepôts qui sont parfois à des usages un peu différents. L'enjeu, c'est quoi? C'est donner la possibilité aux élus locaux de réguler et de planifier, y compris sur la partie entrepôt logistique. Mais aujourd'hui, les moyens donnés aux élus ne sont pas là. Mais donc, ça veut dire, pardon, je vous interromps, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Vincent Ravat. Ça veut dire que, je voudrais juste bien comprendre, est-ce qu'avec la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, un élu local pourrait stopper le projet de 185 000 m² d'Amazon? Avec la loi, il le pourra. Voilà, avec la loi, il le pourra. Il le pourra dans 10 ans. Et vous allez avoir le même problème, puisque en fait, effectivement, cette loi a prévu l'introduction de SRADET de régulation du territoire. Il le pourra dans 10 ans et vous allez avoir la même problématique dans 10 ans que vous avez sur les centres commerciaux. C'est bien le sujet. Il faut adresser l'avenir, pas regarder le passé. La réponse de Laurence Maillard-Meignery. Alors, je crois que ça serait un mauvais débat d'opposer les uns aux autres. Les surfaces commerciales, elles ont prospéré, elles ont grandi, elles se sont construites avec l'appui des élus locaux ces 30 dernières années. Aujourd'hui, on regarde aussi très près ce qui se passe au niveau des entrepôts logistiques pour le e-commerce. À ne pas oublier que si un entrepôt ne s'installe pas en France, il va s'installer ailleurs. Et que l'impact carbone aussi des transports est à considérer dans les externalités, dans leur globalité. On ne va pas aujourd'hui
aujourd'hui avoir un débat qui consisterait à cliver entre des surfaces commerciales et puis des entrepôts. Les surfaces commerciales, elles peuvent continuer à s'installer dans la mesure où elles artificialisent moins, et peut-être aussi un urbanisme de surfaces commerciales, si je puis dire, rénové ou revisité. On voit dans d'autres pays des surfaces commerciales importantes, mais sur plusieurs étages. C'est très très rare de les voir en France. Donc il faut aussi être à l'œuvre d'une nouvelle forme d'urbanisme. Vous l'êtes, vous, monsieur, dans vos activités. Moi, je vois à Grand Quartier, vous êtes à l'œuvre aussi, vous avez travaillé sur ce projet. C'est précisément dans ma circonscription. Aujourd'hui, on pourrait concevoir des surfaces commerciales sur plusieurs étages et moins artificialisées. C'est l'objectif d'intérêt général pour le climat, pour préserver nos terres agricoles, pour préserver la biodiversité. Je crois qu'on ne peut pas avoir de débat là-dessus, tout simplement. Et on doit tous partager cet objectif. L'idée, ce n'est pas un droit d'inventaire. L'idée, c'est comment on se projette demain et que tout le monde fasse les efforts de ce point de vue-là, y compris dans la construction des logements. C'est surtout ça qui importe. Laurence Maillard-Meignery, un tout petit mot de conclusion, il reste 30 secondes. Oui, je veux dire qu'on n'est pas dans le clivage, on est dans la demande d'une équité de traitement. Et clairement, là, c'est pas le cas. Et on va avoir certains opérateurs qui vont pouvoir s'exprimer dans un cadre hors droit et d'autres qui vont être fortement régulés. Et effectivement, c'est cette équité de traitement qui est un problème et qui potentiellement menace le commerce physique qui anime les territoires. En Bretagne, c'est 250 000 emplois. Vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Merci. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur avec Bird for Change aujourd'hui. Bonjour Jules Mollaret, bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez fondé Bird for Change avec Thibaut Court en septembre 2020. Avec quelle idée ? L'idée d'avoir un impact, en fait. Le constat, il est connu, c'est qu'on a une crise environnementale, on a des problèmes majeurs. Et l'idée, c'est comment on arrive à changer les comportements de manière rapide et de manière efficace. Et on s'est dit, pourquoi pas collaborer avec la nature pour réussir à changer les comportements. Donc c'est utiliser l'intelligence des oiseaux, de certains oiseaux, notamment les pies, les corbeaux, les corneilles, pour ramener des déchets, c'est ça ? En fait, oui, tout simplement, c'est des oiseaux qui sont extrêmement intelligents, qui, grâce à des millions d'années d'évolution comme la nature. Et en fait, on s'est rendu compte que ces oiseaux sont capables, et en fait, même au quotidien, d'utiliser des objets pour se servir à eux-mêmes, etc., pour trouver de la nourriture. Et l'idée, c'est de dire pourquoi pas en fait, que ces oiseaux récupèrent des déchets en contrepartie d'une récompense alimentaire, donc via le système de récompense. Ouais. Et le message derrière ça, c'est vraiment de créer l'électrochoc. Peut-être que c'est celui que vous avez eu la première fois, ou en général la première fois que les gens entendent ça, c'est de se dire si les oiseaux sont capables de ramasser des déchets, pourquoi pas nous, quoi. Ouais. Et donc ça passe par quoi ? Par une machine dans laquelle il rame. J'essaie, parce que ça semble tellement dingue qu'on a du mal à imaginer, à visualiser comment ça fonctionne. Très simplement, en fait, c'est une sorte de poubelle intelligente qu'on est en train de développer. Donc les prototypes sont déjà en place, qui est sur un poteau. Et l'idée, c'est que les oiseaux, en fait, viennent directement sur cette machine avec une plateforme, et ils déposent tous les objets qui leur semblent non naturels. Donc ça peut être des plastiques, des mégots, des tickets de caisse. Et en contrepartie, on leur envoie une récompense, une graine, une récompense. Voilà. Donc vous l'avez testé. On voit une photo, le prototype existe, c'est ça ? Oui, en fait, on est en phase d'expérimentation. On n'est pas du tout de ce secteur-là à la base. Et donc la clé, c'était vraiment de s'allier avec des professionnels, des ornithologues, des éthologues. Donc on est en collaboration avec l'INRAE et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et le but, là, c'est de prouver que ça fonctionne, de montrer l'efficacité de la solution. Il y a déjà eu des expériences qui montraient ça. Mais nous, notre clé, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'effet néfaste sur les oiseaux, connaître l'efficacité de la solution. Et donc aujourd'hui, il y a 2 machines qui sont au Jardin des Plantes en expérimentation. Ouais. Avec ce chiffre, ce constat qui est édifiant, pour ne pas dire désespérant, 30 milliards de mégots, par exemple, jetés chaque année dans la nature en France. D'ailleurs, tiens, ça pollue longtemps un mégot de cigarette ? Oui, en fait, il y a plusieurs études, mais grosso modo, ces études s'accordent pour dire qu'en tout cas, un mégot, ça pollue 500 litres d'eau à 1 mètre cube de neige. Donc quand on sait que rien qu'en France, c'est 30 milliards de mégots qui finissent dans la nature chaque année, et par exemple pour les stations de ski, pour chaque remontée mécanique, parce que c'est aussi une de nos cibles, les stations de ski, sous chaque remontée mécanique de chaque station de ski, on retrouve 30 000 mégots. Et un mégot pollue 1 mètre cube de neige. Donc en fait, en 96 heures, dès la fonte des neiges,
toute la pollution est déversée dans la vallée jusque et dans la mer. Donc, vous êtes sur un modèle entrepreneurial, hein, c'est une entreprise que vous êtes en train de créer. Comment vous l'imaginez, ce modèle? En fait, ce qu'on propose, nous, donc on a à la fois des cibles qui sont du domaine public, donc des villes, des collectivités, des métropoles, et à la fois du domaine privé, que ce soit des parcs d'attractions, des entreprises, dans le domaine de l'immobilier, etc. L'idée, en fait, c'est de mettre en place notre machine, donc, comme service, où donc, on forme les oiseaux sauvages qui sont sur terrain, du coup, avec aucun contact avec l'humain, à venir en fait collecter les objets de ce terrain-là, repartir avec des récompenses, et ensuite, on propose toute une gamification, un peu de nudge pour changer les comportements. Donc en fait, l'idée, c'est très clairement de mettre une poubelle aussi pour l'humain, qui est reliée à celle des oiseaux, avec un compteur, et en disant, aujourd'hui, les corneilles de Paris ont collecté 900 mégots, combien pour l'humain? 30? Est-ce que c'est assez? Toi qui passes à côté, pourquoi pas en ramasser 2-3 de plus, quoi. Super bonne idée, bravo, bon vent à Birds for Change, on vous souhaite le meilleur, merci Jules Mollaret. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve alors comme il y a les box évidemment, avec en horaire de diffusion 9h midi, 20h30 pour Smart Impact, et puis c'est visible aussi sur le .fr 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Salut à toutes et à tous.